Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Merci pour votre fidélité. Nous nous sommes aujourd'hui déplacés dans le 5e arrondissement de Paris pour rencontrer un avocat très apprécié par certains hommes, dont l'un nous vient du Tchad. Cet homme qui vient du Tchad est un homme politique. Nous allons essayer de comprendre dans une quintessence que va nous brosser son avocat qui il est et qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui dans ce cabinet. Bonjour Maître Dima. Bonjour Monsieur Moifo. Comment allez-vous? Oh, ça va très bien, je vous remercie. Mais il fait beau aujourd'hui, hein? Oui, vous arrivez par un jour ensoleillé à Paris. Ah ouais. Il fait très beau. Il fallait bien. Alors, Maître Dima, vous êtes l'avocat de Monsieur Abakar Tolimi, Oui, qui est homme politique tchadien. effectivement. Alors, avant de nous raconter son histoire, de nous faire une quintessence de son histoire, qui est Monsieur Abakar Tolimi? Alors, Abakar Tolimi est un homme politique, comme vous l'avez dit, tchadien, qui a une formation un peu universitaire, c'est un juriste, qui a obtenu un doctorat en droit, après avoir fait une école d'administration. Voilà, donc c'est un administrateur doublé d'un juriste. Dans son cas particulier, il a été militant des droits de l'homme avant de s'impliquer dans la politique. Il a eu un parcours tout à fait classique d'étudiant brillant, où après ses diplômes, il a été sous-préfet, puis préfet. Oui, sous-préfet, voilà. préfet, voilà. Sous-préfet, préfet adjoint, Oui. préfet ensuite Oui. de Biltine. Exactement, au Tchad. Au Tchad, en effet. À la suite de quoi il a dirigé l'École nationale d'administration et de magistrature. Il a été PDG, directeur de quelques sociétés étatiques aussi, avant d'être promu conseiller à la présidence de la République auprès du chef de l'État. En 2004. Voilà, exactement. En 2004. Oui. Bon, on lit aussi dans son parcours qu'il a vécu au Soudan. Qu'est-ce qui l'a amené à vivre au Soudan? Alors, il se trouve que M. Tolimi, au départ, avait un projet, on va dire, de démocratisation du pays. Il était membre du MPS, le parti au pouvoir, le parti fondé par le président Déby. Ah, le parti d'Idriss Déby. Ah oui, au départ, il est membre du MPS. Vous savez que c'est le MPS qui amène le président Déby au pouvoir. Et oui, entre autres, avec les circonstances particulières, le départ du président Hissène Habré, le président Habré, voilà. Le président Déby était le chef d'état-major du président Habré. Et puis le président Habré n'était plus satisfaisant pour les autorités. Voilà, pour certains, vous savez que... C'est un logis en Occident. Oui, je pense qu'aujourd'hui c'est de notoriété publique. Le président Habré s'était simplement rapproché des autorités américaines parce que à la suite de la lutte contre non seulement Goukouni-Ouédé, mais après avoir vaincu les troupes de Goukouni-Ouédé et après qu'ils se sont installés au pouvoir, il a eu à affronter les troupes du colonel Kadhafi. Vous vous souvenez, à l'époque, il y a eu opération Manta, opération Épervier, donc il a été en quelque sorte en odeur de sainteté à ce moment-là auprès des autorités occidentales, ce qui l'a rapproché avec les Américains. Qui à la tête voulait la tête de Kadhafi. Voilà, parce que Kadhafi était l'homme à battre. Voilà, exactement. Et donc, à ce moment-là, le président Habré faisait figure d'homme fréquentable et on passait les yeux sur les exactions de son régime. Vous savez, ce qui est reproché à la fameuse direction de la documentation et de la sécurité, la DDS, et tous les crimes qu'elle a commis. Mais tout ceci s'est passé sans que les autorités ni françaises ni américaines s'offusquent outre mesure, puisque c'était le colonel Kadhafi qui était la bête noire à l'époque. Et comme vous savez, les droits de l'homme, c'est lorsque ça arrange certains. Vous voyez ce que je dis? Voilà, peut-être que La Fontaine est toujours d'actualité. Toujours d'actualité, ça. Effectivement. Alors, revenons donc à M. Tolimi. Il a donc resté de grands postes dans son pays. Il a même été la bouche qui murmurait à l'oreille du roi. Oui. Et un jour, patatrac, que lui arrive-t-il? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il ressent un désaccord profond, mais sur des terrains politiques et sur des terrains techniques,
Alors je sais très bien qu'on nous reproche souvent à nous, Africains, de ne pas rentrer dans des questions techniques, mais ici, en l'occurrence, M. Tolimi est confronté à une ligne politique qui l'oppose au président. Il fait comprendre au président, il est d'abord conseiller en matière de décentralisation, et il fait comprendre au président qu'il est temps de véritablement démocratiser les institutions du pays. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des démocraties qui se résument à des démocraties de façade et des parlements godillots, il faut faire jouer le rôle institutionnel à plein. Vous voulez dire des démocraties qui se résument au nom du chef de l'État, c'est déjà démocratie, quoi. Par exemple, aujourd'hui, vous avez, on parle en sciences politiques de démocrature, mais c'est à peu près ça. Et donc, lui, il entend sortir de cette démocrature pour donner de la chair à la réalité institutionnelle, pour que ce soit véritablement un jeu réel, que chaque pouvoir joue son rôle. Le législatif joue pleinement son rôle de législatif, l'exécutif assume son rôle d'exécutif, et le judiciaire pareillement. Donc, c'est sur ces désaccords de fond, d'abord sur le plan institutionnel des mécaniques de démocratisation et aussi sur le terrain économique, car comme vous êtes sans l'ignorer, d'une certaine manière, on peut considérer que la politique est un peu ancillaire de l'économie. La lecture des événements politiques et notre continent, l'histoire de l'Afrique est là pour nous le rappeler, est souvent tributaire des enjeux économiques. Voilà. Et ceci est vrai ici au Tchad, comme un peu partout dans nos territoires. Hein. Voilà, exactement. Mais en Afrique, il faut voir que les premières luttes pour l'indépendance, les premiers pères de l'indépendance, pour nous qui sommes au sud du Sahara, qui ont véritablement mené des luttes, vous savez que les Oumniobé se sont d'abord offusqués parce que c'était des syndicalistes qui prenaient le chemin de la lutte sur le terrain syndical, social, avant d'agir sur le terrain politique. Et que la première revendication, c'était aussi des revendications économiques. Leur mot d'ordre, c'était « il faudrait que les enfants de cette terre profitent aussi bien du sol, des richesses de cette terre. » Voilà. Et donc, et un peu, c'est sur cette souche que mon client, M. Tolimi, essaie de développer un peu, parce qu'il se pose des questions sur le devenir de son pays, notamment quelles sont les perspectives économiques qu'a le Tchad. Et pas que sur le devenir de son pays, il évoque la sous-région, la problématique du franc CFA. Oui. Par ailleurs, au-delà du Tchad. Oui, bien sûr. Le franc CFA, ça c'était une autre question, parce que il part du constat. Tout ceci à la lecture de nos grands maîtres comme Tudjan Poemi. Vous savez, le professeur Tudjan Poemi a sorti dans les années, fin des années 70, début des années 80, Monnaie, servitude ou liberté, un ouvrage qui fait référence depuis lors. Et à partir des travaux de cet auteur, le docteur Tolimi s'aperçoit que en réalité, les États africains manquent de deux canaux, deux leviers de gestion politique de leurs États. Permettez-moi d'employer cette métaphore parce que c'est comme si vous étiez aux commandes d'un véhicule et que vous n'avez ni accès au levier de commande, ni au volant, mais vous êtes assis sur le fauteuil du conducteur, tandis que les vrais conducteurs sont à l'arrière. Vous comprenez? Parce qu'il fait le constat que les États africains n'ont pas le levier monétaire. Ils ne peuvent pas mener de politique monétaire parce qu'ils n'ont pas le levier monétaire selon les mécanismes du franc CFA et ils n'ont plus, depuis les années 80, le levier budgétaire après la signature des accords des politiques d'ajustement structurel avec les institutions de Bretton Woods. Si vous me donnez quelques minutes, je pourrais développer un peu plus, parce que malgré le fait que ce soit technique, je pense que c'est important. C'est sur le plan des mécaniques économiques. Il faut voir que c'est le constat de M. Tolimi. Les Africains ont subi coup sur coup un certain nombre de techniques qui les ont maintenus
prisonniers des situations où ils se trouvaient. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'en réalité, on produit du sous-développement, mais simplement, on est inconscient des mécanismes qui produisent ce sous-développement. Ce n'est pas au hasard que les États africains et les populations africaines se retrouvent dans cette impasse de sous-développement. C'est le résultat d'une politique bien pensée. Et donc, c'est fort de ce type de constat qu'il se dit, au fond, si on étudie dans l'histoire de la longue durée le continent africain, on se rendra compte qu'on est passé de l'exclusif commercial du temps des premières colonies, c'est-à-dire de l'esclavage. La métropole était la seule à pouvoir commercer avec le territoire colonisé, et donc tout ce qui pouvait sortir de ce territoire était destiné à alimenter la métropole. C'est ce qu'on a appelé l'exclusif. Exactement. Et c'est ce qui a été appelé l'exclusif commercial. Quand il a fallu s'ajuster et qu'on a trouvé que les Africains, finalement, ce n'étaient pas des biens meubles, comme le disait le Code noir, mais simplement des êtres humains et qu'il fallait les respecter et qu'ils étaient d'égale dignité que tous les autres hommes. Donc, à ce moment-là, au lieu de véritablement s'ajuster à cette hauteur, on a créé la colonisation directe. On n'était plus dans le commerce de traite, et là, on a exploité les territoires. Et c'est passé par ce qu'on a appelé le pacte colonial, qui était un aggiornamento de cet exclusif commercial, parce que la colonie continue à commercer exclusivement avec la métropole. C'est ce qui instaure le pacte colonial. Il y a des noms qui sont modifiés. On appelle ça des ravalements de façade. Des colonies qui viennent de France, il y a le nom qui change. Parfaitement. Donc, on assiste à cette opération cosmétique de ravalement de façade. On passe de cet exclusif commercial au pacte colonial. Et puis, lorsque la poussée historique, la fin de la guerre, la participation de l'Afrique à la guerre, l'éveil des consciences, les premiers militants indépendantistes finissent par pousser un peu de la voix. Les territoires, les États, les métropoles finissent par lâcher un peu du lest, mais comme le dit un certain auteur, on fait changer les choses pour que rien ne change. En réalité, voilà, parce qu'on va passer du pacte colonial au pacte néocolonial, mais tout reste pareil. Tout reste pareil. Voilà. C'est un jeu d'écriture de mots. Oui, oui. Bon. Revenons sur M. Tolimi, votre client, Tolimi. Oui. Je ne pas son nom, je m'en excuse. M. Tolimi a fini par créer son parti politique. Oui. Mais j'ai pu dire, en faisant des recherches sur lui, que lorsque le président Idriss Déby a eu vent de son intention, il a été convoqué et il lui a été dit, si tu essayes, je t'écrase. Oui, alors je dois peut-être préciser que M. Tolimi est Zagawa comme le chef de l'État, Idriss Déby. C'est une tribu du nord du Tchad. Et donc, le président Déby ne lui a pas pardonné parce qu'il estimait que cela se reviendrait à une trahison, que quelqu'un qui soit issu de son ethnie ou du même groupe tribal que lui puisse créer un parti politique d'opposition alors qu'il avait bénéficié en quelque sorte des privilèges de son statut de Zagawa puisqu'il était conseiller à la présidence. Bien entendu, M. Tolimi ne s'est pas satisfait de cela. Il a reçu les menaces du chef de l'État, mais il s'est quand même entêté parce que tant bien que mal, sentant sa vie menacée. Parce que tout ceci, il faut bien comprendre comment ça se passe. Pour les acteurs politiques africains, on ne devient pas, d'abord, on ne rentre pas en exil par volonté. C'est pas tout seul, on ne prend pas l'avion pour dire je m'en vais vivre à l'étranger parce que tout un chacun voudrait vivre chez soi pour vous faire participer à la vie politique locale. Mais lui, il est contraint de s'exiler parce qu'on lui interdit de créer ce parti et que sa vie est menacée. Donc, quand il reçoit l'information qu'il risque d'être liquidé, c'est ainsi qu'il prend la fuite pour se réfugier et se protéger au Soudan. Au Soudan. Voilà. En effet. Donc, c'était en 2006. Ça se passe fin 2005.
Fin 2005, voilà, début 2006. C'est ainsi que les choses se sont passées. Donc il arrive au Soudan, et au Soudan, il rencontre en fait les mouvements d'opposition qui ont une double composition. Vous avez un volet qui est exclusivement politique, et puis vous avez un volet qui est militaire. Ça fait qu'on le qualifie de mouvement politico-militaire ou une rébellion politique. Voilà. Alors, il vit dans ces pays-là, et qu'est-ce qui l'amène à retourner au Tchad finalement? Alors, comme Tchadien, son objectif n'est pas de rester à l'étranger et de prospérer simplement à l'étranger, c'est d'essayer d'œuvrer pour que les fils du pays se retrouvent autour d'une charte commune, dont reconfigurer une constitution qui donnerait une place à tout le monde pour un véritable jeu démocratique dans un premier temps, et que autour de ce jeu démocratique, chacun puisse apporter son projet économique et le mettre sur la table. Je reviens sur cet enjeu économique parce qu'au fond, comme je le disais, la politique n'est qu'un cadre, la vie dans lequel il faut pouvoir construire de la vie. Et la vie, c'est l'économie qui l'a fait. Et si vous n'avez pas l'un et l'autre, vous êtes handicapé. Vous voyez? Donc c'est un peu le constat qu'il fait. Il s'est dit, il faut absolument qu'au Soudan où je suis, je trouve les voies et moyens d'amener tous les Tchadiens à d'abord se réconcilier, et puis à pouvoir construire un projet économique, un projet de société commun. C'est ainsi qu'il va rallier coup sur coup 3 plateformes de l'opposition politico-militaire qui sont au Soudan, le FUC, l'UFDD et puis un 3e groupe. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques minutes, toujours sur JMTV+, pour la suite de cet entretien avec Maître Dima. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Chers téléspectateurs de JMTV+, vous y êtes toujours, et notre invité aujourd'hui est Maître Dima, avocat de M. Abakar Tonimi, homme politique tchadien, aujourd'hui en exil. Nous essayons de comprendre pourquoi un homme qui avait visiblement beaucoup de volonté d'amener son pays vers les sommets se retrouve aujourd'hui presque blacklisté et forcé à vivre hors de son pays natal, le Tchad. Alors, Maître Dima, c'est en 2010 que M. Tonimi, votre client, revient. Ce n'est pas vers la direction du Tchad qu'il prend quand il quitte le Soudan. Parce qu'au Tchad, vous comprenez bien que sa vie est mise en danger. S'il s'aventure à y aller dans des conditions peu claires, il peut la perdre. Donc quand il quitte le Tchad, le Soudan, il se retrouve plutôt en exil en France. En France. Après il arrive en France en 2010. Voilà, il passe d'abord par l'Afrique de l'Ouest, parce que c'était une phase de transition, et véritablement c'est en 2012 qu'il arrive en France, à Paris. Nous sommes en 2019, ça fait 7 ans qu'il vit en exil en France. Oui. Pourquoi la France? Alors, je pense que c'est une question qu'il faudrait lui poser, mais j'ai un début de réponse. Venant d'Afrique francophone, vous savez que les francophones ont toujours un tropisme parisien. Vous pourrez leur donner le choix entre Londres et New York. Leur première destination sera toujours Paris. Mais en même temps, je pense qu'en réalité, plus en profondeur, ils pensent que compte tenu des contacts qu'il a, parce que pendant sa présence au Tchad, pendant sa présence au Soudan, il est en contact avec les officiels français, il est en contact avec les autorités des ambassades, il est en contact avec quelques officiels à Paris. Donc il n'a pas d'inquiétude, il se dit je serai à Paris puisque ma vie est menacée. Et puis il a fait l'objet d'une condamnation au Tchad. Il va de soi que si j'introduis un dossier
auprès de demande d'asile, ce dossier-là a toutes les chances d'être retenu et je bénéficierai de la protection comme tout un chacun de la Convention de Genève. Et c'est ce qu'il fait. Quand il arrive, il dépose cette demande d'asile et malheureusement pour lui, c'est à ce moment qu'il apprendra que des charges de crimes contre l'humanité pèseraient sur sa tête. Sur sa tête. Oui. Et il apprend cela sur le territoire français. Effectivement. Ce qui bloquerait l'évolution de son dossier. Alors lui, il est, vous comprenez bien, il est un peu surpris parce que je ne suis pas revenu sur ça. Son activité essentiellement lorsqu'il quitte le Tchad a consisté au sein de différentes plateformes auxquelles il a fait partie à militer pour la signature des accords de paix. Il était le chef des délégations de ces différents groupes, hein, y compris l'UFDD, qui avait fait la guerre de 2008 et qui avait été jusqu'aux portes de la présidence. Alors, il a conduit la délégation aux accords de Sirte et finalement, ils ont signé ces accords avec la délégation du président Déby et puis celle de l'opposition politico-militaire. Malheureusement, ces accords n'ont pas été appliqués par le régime. Mais sa mission essentiellement a consisté à travailler en permanence pour trouver un terrain pour qu'il y ait la paix et que les Tchadiens se parlent et que finalement cet accord politique débouche sur une nouvelle constitution avec de nouvelles institutions. Une nouvelle constitution dans laquelle le président Déby peut rester au pouvoir encore longtemps, je suppose. Ben, l'idée n'était pas que le même individu soit maintenu au pouvoir. L'idée, c'était qu'il y ait un véritable jeu démocratique, y compris l'alternance. L'alternance. Bien sûr. Chose extrêmement difficile en Afrique centrale. Hein? Mais écoutez, on peut parler d'Afrique centrale. Effectivement, les chefs d'État, malheureusement, je pense que c'est la région du monde qui a le record aujourd'hui de longévité à la tête des États. Commençons par le président de votre pays d'origine. Oui, effectivement, le président Biya, on parle aujourd'hui de 37-38 ans. 37 ans. Voilà. 6 novembre 1982, nous sommes en juillet 2019, dans quelques mois, ça fera 37 ans. Effectivement, et le président Déby n'est pas loin, vous avez le président Sassou aussi. Et effectivement, exact, vous avez... C'était un bongo avant M. Biya, car un bongo remplaçait un bongo. Alors, je ne sais pas s'il faut se réjouir de cet état de fait, mais toujours est-il qu'il faut se poser des questions sur les raisons de ce défaut d'alternance. Est-ce que c'est un amour des populations pour leurs dirigeants, ou alors il y a des obstacles structurels, suivez mon regard, qui empêchent le jeu réel démocratique qui va jusqu'aux alternances. C'est peut-être tout simplement un amour des intérêts occidentaux. Il y a une expression journalistique pour désigner cette région du monde, c'est de dire que elle appartient au pré-carré français. Alors, moi, j'adore la langue française et je m'intéresse souvent à l'étymologie. Et quand on se demande ce qu'est un précaré, vous savez comme moi que c'est l'enclos dans lequel repose, on dira, la basse-cour, voilà, les bêtes, voilà, et sous le contrôle d'un maître. Alors, je trouve cette expression très fleurie, mais assez parlante et malheureusement désagréable pour les populations qui sont obligées de souffrir. On n'est décidément pas sorti de la colonisation. Hein? Bon, alors, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vous amène à contacter le journaliste que je suis est celle-ci. Le 17 juin dernier, il y a de cela donc un mois car, chers téléspectateurs, nous tournons cette émission, nous sommes le 9 juillet 2019. Le 17 juin 2019, le domicile de votre client, M. Abakar Tolimi, a fait l'objet d'une perquisition. M. Tolimi a été placé en garde à vue et informé qu'il était soupçonné, tenez-vous bien, chers téléspectateurs, de crimes contre l'humanité, de complicité de ces crimes, association de malfaiteurs en vue de commettre ces crimes. Les 10 crimes auraient été commis entre 2005
et 2010 au Tchad et au Soudan. Il n'était plus au Tchad, il était au Soudan. Expliquez-moi ça, je comprends déjà pas. Alors, dans un premier temps, je dois dire que la perquisition, évidemment qu'il ne s'attendait pas. Hein, on n'a pas pris un téléphone pour lui dire, écoutez monsieur, on vient vous perquisitionner. Ça s'est fait sur le sol français? Sur le sol français, à son domicile, au lever du jour. Hein, souvent c'est 5-6 heures au petit matin. Donc on est surpris. Pour ça, effectivement, c'était une surprise. Mais pour le reste, nous y attendions un peu parce que à la suite de la demande d'asile qui lui avait été refusée, il lui a été notifié que le motif du refus était ce soupçon d'avoir pris part à des crimes contre l'humanité. Alors, lorsque nous avons appris cela, nous étions tellement surpris que nous nous sommes dit de deux choses l'une. Il n'est pas militaire, il n'a pas fait de service militaire, il est vraiment un administratif qui s'est occupé de diplomatie tout le long. Comment se fait-il qu'il puisse être accusé de crimes contre l'humanité? Nous nous sommes dit, puisque c'est ainsi, il va falloir que nous attendions que nos accusateurs viennent nous dire ce qu'ils ont dans le dossier et nous répondrons. C'est pour ça qu'il s'est maintenu sur le territoire. Et donc pour nous, ce n'était qu'une question de date. Nous savions que la justice et que les accusateurs viendraient vers lui et qu'il aurait à répondre de ses actes. Donc c'est ce qui s'est produit. Et aujourd'hui, écoutez, il a été interpellé. Il a été conduit à Paris, puis s'en est suivi une garde à vue. Hein, qui a duré 96 heures. Voilà, par contre, ça c'était un peu... Est-ce normal, 96 heures de garde à vue? 96 heures, c'est prévu par le Code de procédure pénale. Ce sont 4 jours. Voilà, mais c'est exceptionnel. Vous comprenez bien que la nature des crimes en cause ici est tellement grave que les gardes à vue peuvent être prolongées jusqu'à 96 heures. C'est le maximum qu'autorise le Code de procédure pénale, mais c'est le régime auquel il a été soumis. Voilà. Et au bout de 96 heures, il est entendu, le 21 juin, 4 jours plus tard donc, on l'a remis en liberté en lui notifiant son placement sous le statut de témoin assisté. Pour que les téléspectateurs qui n'ont pas fait du droit comme vous, et même moi qui n'ai jamais fait du droit, comprennent bien, c'est quoi un statut de témoin assisté? Alors, le législateur français avait jugé opportun de prendre ce statut, en tout cas de créer ce statut, dans la mesure où les juges d'instruction, avant ces dispositions, n'avaient le choix que lorsqu'il y avait des charges lourdes, mais pas suffisamment lourdes pour qu'il y ait une mise en examen. Les juges n'avaient pas le choix, ils mettaient en examen. Ce qui fait qu'on avait dans 80% des cas ou 90% des cas, dès que les juges étaient saisis, ils mettaient en examen. Or, ça faisait des mises en examen parfois injustifiées. Et donc, exactement. Et le législateur a considéré qu'il fallait créer ce statut hybride, voilà, entre un témoin et le témoin libre. Donc, vous n'êtes pas mis en examen, mais vous n'êtes pas non plus un témoin libre. Vous êtes un témoin assisté d'un avocat, ce qui vous donne droit à un certain nombre de prérogatives, mais vous n'êtes pas totalement mis hors de cause, parce que vous avez été cité dans une affaire, et le juge, tout au long de son instruction, est chargé d'examiner véritablement les faits, et c'est au terme de cette instruction qu'il sera à même de décider s'il vous met hors de cause ou s'il vous met en examen. Voilà. Alors, voici donc un peu plus de 2 semaines, nous sommes le 9 juillet 2019, que votre client a été placé sous le statut de témoin assisté. Effectivement. Qu'entendez-vous faire en tant qu'avocat désormais? Alors, nous nous sommes exprimés un peu là-dessus en disant que de toute façon, se maintenant au territoire, alors qu'il avait la possibilité d'en partir librement, il entendait répondre de tous les faits qui lui étaient reprochés. Monsieur Tolimi, comme je vous l'ai dit, avait créé
un parti politique, le RPG, Rassemblement pour la Justice, et dont il assume pleinement les actes. Et puis aujourd'hui, il est le président du CNDR, et pareillement, il assume... CNDR, c'est... Oui, c'est alors le groupe, le parti d'opposition. Oui, le parti d'opposition qui est créé ici à Paris et qu'il dirige. Donc, il continue à militer pour la démocratisation des institutions de son pays. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je discutais avec lui, il me faisait savoir qu'il était surpris, mais pas tant que ça, parce qu'il connaît les capacités tacticiennes du président Déby, qui aurait pris des positions aujourd'hui contre le franc CFA, qui était pourtant, lui qui s'opposait au franc CFA a été combattu par le président Déby. Effectivement, c'est parfois les paradoxes auxquels on peut être exposé, mais en même temps, il me faisait savoir qu'il ne faut pas perdre de vue la capacité tacticienne du président Déby, parce qu'au départ, il n'était pas du tout pour cette position, et finalement, il fait partie de ces rares chefs d'État qui ont pris position en disant il faudrait que les États africains réfléchissent sur leur position sur les mécanismes du franc CFA. Je vais en profiter ici, chers téléspectateurs, pour lancer un appel aux collaborateurs du président Déby. J'aimerais, oui, monsieur le président Déby, vous interroger sur la question du franc CFA. Voilà, j'aimerais bien, car on voit l'Afrique de l'Ouest avancer vers l'écho, et l'Afrique centrale, sa sœur, ne semble pas dire un mot. Est-ce que ceci est dû à la légitimité un peu contestable de ces chefs d'État d'Afrique, Maître Dima? C'est une parenthèse que je vous... Je ne m'aventurerai pas sur le champ de la légitimité, mais sur des questions techniques. Il y a un auteur de science-fiction que j'aime bien, c'est Tolkien. Tolkien avait une phrase, je ne sais pas, beaucoup l'ont découvert par les films Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, dans le livre et même dans le film, parce que la phrase revient souvent, Tolkien dit « un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier ». Et il me semble que le franc CFA participe un peu de cet anneau. Et si vous permettez, vous avez 4 éléments techniques qui vous donnent les mécanismes du franc CFA qui font que ces mécanismes-là doivent être réajustés si les Africains veulent se réapproprier l'instrument de politique monétaire qu'est la monnaie. Autrement, si on ne modifie pas ces 4 piliers du franc CFA, ils n'avanceront pas. Ces 4 piliers, voilà. Alors, le premier pilier, vous avez la parité fixe. Le franc CFA, avec le franc français, aujourd'hui c'est l'euro. À côté de cette parité fixe, vous avez le transfert libre. Ça veut dire que tout opérateur économique peut transférer les fonds librement, comme il l'entend. À côté de cela, vous avez la convertibilité qui est illimitée. Et finalement, vous avez le mécanisme de la centralisation des réserves. Ça veut dire le fameux compte courant qui est au Trésor. Qui est au Trésor français où les États africains doivent déposer 50% de leurs devises. Exactement. Et après, on leur prête l'argent à des taux exorbitants, alors qu'ils ont leur argent. Je schématise ça pour les nuls, pour que les enfants comprennent. Vous avez parfaitement raison, parce qu'il n'y a pas besoin de sortir comme vous et moi, peut-être de Dauphine ou de la Sorbonne, pour comprendre parfaitement ces mécanismes. C'est aussi simple que cela. Mais si vous touchez ces 4 piliers et que vous les remplacez par quelque chose de plus opportun selon les intérêts des États africains, vous changez totalement la donne à ce qui se réapproprie. La France va vivre de quoi si vous faites ça? Oh, je pense que les partenariats, vous ne les remettez pas en cause. Les partenariats peuvent toujours exister, mais ils ne sont pas obligés d'être monétaires. Parce qu'il y a un volet commercial. Vous savez, parce qu'à côté de ce volet monétaire, je pourrais vous parler aussi pareillement. Vous avez 4 piliers du volet commercial qui se complètent. Vous avez la monnaie et vous avez l'économie. Mais derrière l'économie, pour les échanges, vous avez le commerce. Et sur le plan commercial, depuis l'époque coloniale, parce que je vous ai parlé de l'exclusif commercial, depuis cette époque-là, vous avez 4 mécanismes. Premier, interdiction d'industrialisation. Oui.
des territoires. Malheureusement. Il faut le savoir. Et même lorsqu'on délocalise en France, c'est pour les pays de l'Est ou pour la Chine, jamais en Afrique. Bien entendu. Juste à côté. Et ce sont des mécanismes qui courent toujours. Et il faut pouvoir se battre contre cela pour véritablement donner de l'activité aux Africains. Il faut casser ces blocages structurels. Oui. Interdiction de l'industrialisation, monopole sur le plan de l'import et de l'export, c'est-à-dire que depuis l'époque des comptoirs coloniaux, on repose sur ces monopoles, après on les a un peu ajustés. Et à côté de ces monopoles, vous avez le monopole sur le transport. Imaginez, matières premières, mines, ou alors les commodities, les matières premières agricoles. Depuis les champs, vous avez le monopole pour le transport. Alors, dernier pilier, vous avez les préférences commerciales. Les fameux APE aujourd'hui. Donc tout ceci date de cette époque-là. Alors si on maintient ces blocages structurels, vous comprenez bien que ces territoires sont condamnés. Alors aujourd'hui, le président Déby semble emboîter le pas à celui qui le combat. Monsieur Abaka Tolimi, votre client, vers quoi pensez-vous qu'on s'achemine là? Alors, très honnêtement, je pense que l'instruction n'est qu'à son début, elle va suivre son cours, et puis nous verrons un peu où elle nous mènera. Nous observons simplement pour notre part que cette interpellation est intervenue quelques semaines après la visite du ministre Le Drian au Tchad. Et oui. D'accord. Monsieur Le Drian est allé au Tchad, et Monsieur Déby a écouté Jacques Dutronc, il a retourné la veste et du bon côté. Sans doute. Je ne sais pas si c'est en s'inspirant de Jacques Dutronc, mais ce n'est pas une nouveauté pour et les Français et les autorités tchadiennes. Je pense qu'il ne serait pas faux de dire que la France, et notamment la coopération militaire, a toujours été aux côtés de tous les régimes qui se sont succédés au Tchad jusqu'à aujourd'hui. Et il est singulier d'observer qu'il n'y a jamais eu de transition pacifique. Ça s'est toujours fait sur le terrain militaire. La France investit près de 65 millions d'euros au titre de la coopération militaire, alors que le budget de l'AFD sur le territoire n'est que d'à peu près 33 millions, et sur lesquels c'est de l'aide. L'éducation et de la santé, la France y investit combien? Des sommes très dérisoires, bien entendu. On peut ne pas aller à l'école, on peut même mourir dans ce pays-là tant que l'armée française se porte bien, non? Alors, je pense que cette coopération-là est particulière et suivez mon regard, nous sommes en train de parler des crimes contre l'humanité qui se seraient déroulés sous le regard de l'armée française, d'une armée dont nous savons qu'elle a aidé, qu'elle n'a pas été qu'un arbitre ou un simple observateur. En 2008, déjà, c'est l'armée française qui aide M. Idriss Déby à rester au pouvoir. Lui-même l'a dit dans une interview. Oui, ce n'est un secret pour personne, puisque tout récemment encore, c'est la France qui a bombardé la colonne de pick-up qui allait, qui était au sud de la Libye et qui s'avançait vers N'Djamena. Donc, ce n'est un secret pour personne. Vous savez que lorsque les Français finissent par s'agacer de l'attitude un peu trop libre du président Hissène Habré, vous avez le directeur de la DGSE, Meyer Rose Hild, et puis vous avez aussi un de ces... non, pardon, je suis en train de me tromper, c'est plutôt Claude Zilberzan. Zilberzan, voilà. J'ai entendu parler. Oui, c'est Claude Zilberzan et puis Paul Fonbon, qui sont de la DGSE. Ce sont eux qui finissent par approcher le président Déby et qui lui suggèrent que... c'est votre tour. Voilà, exactement. C'est la France qui défait le roi dans le Tchad. Et donc jusqu'à aujourd'hui, vous avez le président Déby, on parle là des années 90, nous sommes en 2019. Ça fait bientôt 30 ans. Hein. Voilà, donc c'est quand même un compagnonnage très long, avec tout ce que cela suppose.
Parce que vous savez très bien qu'on parle de crimes contre l'humanité, c'est-à-dire la présence des enfants soldats. Et la France a cheminé avec l'armée française, hein, quand je dis la France, je parle bien de l'armée française. Qui reçoit les instructions du politique. Oui. On ne va pas s'en cacher. Oui, oui. Et l'armée tchadienne a mené des opérations au Mali, hein, Barkhane, Serval et toutes les autres, jusqu'en 2013. Et ce n'est qu'à partir de 2014 où on dispose d'un rapport des Nations Unies. Après avoir inspecté les forces tchadiennes, le rapport établirait qu'il n'y aurait plus d'enfants soldats dans les rangs de l'armée tchadienne. Ce qui veut dire que jusqu'en 2013, il y en avait. Au moment où elle opérait avec la France. Et la France ne peut pas dire ne pas le savoir. Bon, nous posons des questions. Je ne suis qu'un avocat pour l'instant. J'espère que tous ces éléments sont pris en compte et que les magistrats chargés de l'instruction feront leur travail. Et à la fin de la journée, c'est votre client qui est accusé de crimes contre l'humanité, de tout ça. Il devrait y avoir beaucoup de personnes sur le banc des accusés, non? Moi, je considère que sans doute il y a eu des violations des droits humains, aussi bien au Tchad qu'au Soudan. Mon client lui-même est un militant des droits de l'homme. Nous sommes tous des militants de droits de l'homme. C'est un juriste, il est docteur en droit. Et il a une carte pour avoir milité pour les droits humains. Et nous considérons que sous cet angle-là, il faudrait que chacun réponde de ses actes. Alors les opposants doivent répondre de leurs actes. S'ils ont commis des crimes, ils doivent en rendre compte. Mais nous considérons que le régime est au-delà. Parce que vous savez très bien, bien entendu. Et cela s'appelle? Alors, il faut toujours regarder qui sont les partenaires des régimes africains. Peut-être que je me trompe d'analyse, mais je constate, pour ma part, que très souvent, les chefs d'État africains agissent rarement de manière isolée. Avant qu'ils ne posent des actes, très souvent, ils ont des conseillers. Et des conseillers qui sont soit de Londres, soit de Washington, soit de Bruxelles ou de Paris, qui sont vraiment des personnes qui leur disent vous pouvez faire ci, vous n'aurez aucune inquiétude de la capitale ou de la métropole. Vous comprenez? Donc, quand on est face à des crimes contre l'humanité, je crois qu'il ne faudrait pas s'arrêter en bon chemin. Il faudrait que chacun rende compte de ce qu'a été son action, sa connaissance de ce qui se passe, parce que je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes là sur un terrain où les capitales européennes sont parfaitement informées au quotidien de ce qui se passe et de qui fait quoi. Et on pourrait résumer cela en ces trois ici, pour ces capitales européennes-là. Il faudrait... La couleur du crime doit être noire. Je me refuse de donner raison à La Fontaine. Les criminels, quels qu'ils soient, doivent répondre de leurs actes parce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité. On ne saurait s'arrêter sur quelques opposants sans s'interroger leurs commanditaires, parce que les commanditaires, ils sont de part et d'autre, et sans interroger les régimes et les alliés des régimes. En l'occurrence ici, la France a peut-être des comptes à rendre aux Africains et à l'humanité tout entière. C'est fort ce que vous dites là. Je ne sais pas si c'est fort. Je crois que nous devons d'être réalistes. Nous sommes aujourd'hui dans une période du monde où il faut avoir de la profondeur historique. Nous devons nous rappeler que l'instauration du droit pénal moderne dans les colonies s'est fait à double détente. Vous aviez un droit pour les indigènes et un droit
pour les métropolitains ou les colons. C'était un droit à double vitesse. Je vous ai dit tout à l'heure, un peu en filigrane, qu'on a connu le Code noir, exclusif commercial, pacte colonial. Vous avez le statut de l'indigénat, un code pénal uniquement pour certains, et d'autres peuvent passer entre les mailles du filet pour certaines infractions. Et nous devons nous poser, nous, des questions, parce qu'il nous faut avoir ces profondeurs historiques. J'en profite ici pour rendre hommage à un grand homme qui disparut il y a plusieurs années. Je pense à ce jour, le seul noir à avoir obtenu un prix Goncourt dans ce pays. C'était en 1921. Il s'appelait René Marant, né à Bordeaux, noir de peau, qui a officié en Bangui-Chari, qui est la Centrafrique aujourd'hui. Il n'eut pas droit à un statut du colon ou du métropolitain en Bangui-Chari uniquement parce qu'il était noir. Mais vous n'êtes... D'où son roman Batoila. Effectivement, Marant reste l'un des plus brillants écrivains que nous ayons connus, et je vous recommande la lecture de Batoila à tout le monde. Mais on ne serait pas totalement juste si on disait qu'il était le seul, parce que on ne rendrait pas justice aux Chamoiseau et autres qui sont venus après lui. Il a eu une descendance, et c'est tant mieux. Maître, moi je ne sais pas tout, j'apprends tous les jours. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et j'ai pas de timidité dessus? Oh, je pense que sur ce dossier, vous avez été assez exhaustif. Non, je ne vois pas quelle question je pourrais développer de plus. GMTV+ reste à votre entière disposition et à celle de M. Abakar Tolimi, votre client. Nous suivons cette affaire jusqu'au bout, si bien entendu on nous laisse en vie. Je vous remercie de rester vigilant, parce que n'oubliez pas, d'une certaine manière, vous faites partie du troisième pouvoir. Or, le pouvoir doit s'exercer. Il n'y a que ceux qui renoncent à tout. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau, peut-être pas dans ce bureau, mais sur GMTV+, dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée pour M. Tolimi, alias le Kanto du Tchad, je vous prie de garder la banane, au moins jusqu'ici. À bientôt, bye bye. Voilà. Au revoir, M. Mafo.